Afin d'aller plus loin dans la conception d'un bilan et d'un compte de résultat, je vous rappelle dans un premier temps qu'un bilan récupère à un temps donné, en l'occurrence à la fin de l'exercice comptable qui en principe se situe au 31 décembre de chaque année, rappelle le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine, si je dois prendre un patrimoine net, ce patrimoine, c'est les biens que je possède, déduction faite des dettes que je possède. Donc les biens que je possède au bilan se trouvent à l'actif du bilan et les dettes que je possède se trouvent au passif du bilan. Alors, un compte de résultat, quant à lui, recense les produits et les charges. Alors, les produits, principalement, j'ai le chiffre d'affaires, j'ai bien sûr d'autres produits, et les charges, j'aurai des charges comme les achats de marchandises, les rémunérations brutes que je dois à mon personnel, les différents frais que je peux avoir, hein, comme si je loue par exemple des véhicules, les assurances que je vais payer, l'expert comptable, les honoraires de l'expert comptable que je vais payer, etc., etc. Donc la différence entre les produits et les charges représente le résultat de l'exercice. Il peut être bien sûr bénéficiaire ou déficitaire, selon que les produits soient supérieurs ou inférieurs aux charges. Alors, quelque chose de très important aussi dans le compte de résultat, je vous le rappelle aussi, c'est que dans le compte de résultat, le fait générateur de constater un produit ou une charge, d'une part, ne dépend pas de l'encaissement de la facture que je facture à mon client. Le fait générateur, c'est la livraison du bien. Donc, en toute théorie, je devrais facturer la marchandise que je livre à mon client à la date ou le mois de livraison. Les charges, c'est pareil. Ce n'est pas parce que je paye à 60 jours mon fournisseur que je devrais comptabiliser la charge 60 jours après. Non. Dans la mesure où la marchandise, je l'ai reçue par exemple en janvier, même si je la paye en mars, je dois en principe constater ma charge en janvier. Alors il y a deux types de comptabilisation. En français, il y a ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement. C'est ce dont je suis en train de vous parler. Donc le fait générateur, c'est par exemple la livraison du bien pour une vente de marchandises. Où il y a aussi une comptabilité dite de trésorerie. Là, en l'occurrence, le chiffre d'affaires, je le constaterai uniquement le jour où je reçois les fonds liés à ma vente, même si cette vente s'est produite 60 jours avant, et la charge, c'est pareil. Je constaterai la charge le jour où je paye le fournisseur. Mais à 99%, les sociétés, les entreprises constatent une comptabilité dite d'engagement. Alors la comptabilité dite de trésorerie, c'est plutôt lié à certains métiers comme les BNC, les bénéfices non commerciaux, et les micro-entrepreneurs. Donc moi, je vais vous parler uniquement de comptabilité dite d'engagement. Je vais donc prendre un exemple, je vais négliger la TVA, je ne tiendrai pas compte de la TVA afin de simplifier au maximum cette explication. Donc l'exemple, comme on peut le voir à l'écran, consiste en fait à créer une société X, que j'appelle X, au capital de 10 000 euros. Donc je vous rappelle aussi que créer une société avec un capital dans une SARL, société à responsabilité limitée, ou une SAS, société par action simplifiée, n'est pas obligatoire d'ouvrir de créer en tout cas une société avec un capital. Donc ceci dit, mais j'ai préféré dans cet exemple créer une société avec un capital. Donc je vous rappelle aussi que lorsqu'on crée une société, vous êtes obligé de créer aussi un compte bancaire au nom de la société. Cette société, il va falloir aussi nommer un représentant. Un représentant dans une SARL, on va le nommer, ça sera le gérant, et dans une SAS ou une SA, ça sera un président. Alors, entre parenthèses, je suis en train de vous dire que dans une SRL ou une SAS, vous n'êtes pas tenu d'ouvrir une société avec un capital, ce qui n'est pas vrai dans une SA, société anonyme. Société anonyme, au bas mot, au minimum, vous devrez injecter 37 000 euros de capital. Si maintenant vous souhaitez être coté en bourse, ce sera un capital minimal de 225 000 euros. Alors dans cet exemple, je vais acheter des marchandises
à hauteur de 1000 euros par mois, sur 12 mois, et je pars du principe que je paye mes fournisseurs à 60 jours. C'est bien sûr un exemple, je pourrais les payer à 30 jours, comme je peux les payer à 90 jours. Ceci dit, depuis 2008, il y a une loi qui existe ou qui oblige les sociétés, en principe, à se payer au plus tard à 60 jours. Alors, pas tout le monde le respecte, mais en principe, c'est une loi. Alors, je ne vais pas tenir compte de cela. Alors, les ventes, les marchandises que j'achète 1000 euros, eh bien, je les vends directement le mois même 3000 euros, hein, je n'aurai pas de stock. Donc tous les mois je vendrai 3000 euros et sur 12 mois, et mes clients, je pars du principe, c'est un exemple aussi, mes clients me paieront à 90 jours après la livraison. Donc je fais un investissement, je vais le payer par virement bancaire, c'est-à-dire en cash, d'un ordinateur, un investissement sur un ordinateur pour une valeur de 3000 euros. Et cet ordinateur, je vais l'amortir à hauteur de sur une durée de 3 ans. Alors, juste pour rappel aussi, lorsque vous faites un investissement productif, par exemple, vous avez besoin d'un ordinateur, matériel de bureau, etc., c'est pour travailler, donc les règles fiscales vous interdisent, entre guillemets, de les mettre directement en charge. Si je les mets en charge, nécessairement mon bénéfice va diminuer et nécessairement l'impôt que je vais payer va aussi diminuer ou va être au moins repoussé. Alors la loi fiscale, les règles fiscales vous imposent, au lieu de mettre ces investissements en charge, de les mettre au bilan, à l'actif du bilan, dans les immobilisations, et d'étaler cette charge dans le temps. Alors c'est ce qu'on appelle les dotations aux amortissements. Alors, si je prends la création, alors avant de parler de création d'entreprise, je vais vous expliquer un petit peu comment cela se passe lorsque j'achète de la marchandise 1000 euros sur 12 mois, hein, c'est-à-dire 12 fois 1000 euros, que je paierai à 62 jours. Eh bien, les achats de janvier, 1000 euros que j'achète, hein, achat de janvier, 1000 euros. Ces achats, je ne les paierai qu'en mars, dans la mesure où je les paye à 60 jours. Les achats de février, je les paierai en avril, et ainsi de suite. Donc, dans l'absolu, j'ai bien acheté, là je le vois dans le total, j'ai bien acheté 12 000 euros de marchandises, mais à la fin de l'année, j'aurai une dette que je n'aurai pas payée, hein, de 2 000 euros. En l'occurrence, les achats de novembre et les achats de décembre. J'aurai une dette à la clôture du bilan de 2 000 euros. Donc j'ai bien une charge dans mon compte de résultat de 12 000 euros. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, que je paye ou que je ne paye pas mes fournisseurs, je dois constater mes charges de 12 000 euros sur mes achats dans la mesure où je les ai reçus. Par contre, au bilan, je constaterai une dette de 2 000 euros dans la mesure où je n'ai pas encore payé les achats de novembre et les achats de décembre. Donc là, comme je vous le mets, en fin d'année, le compte de résultat recense tous les achats de l'année, payés ou pas payés. C'est ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Par contre, au bilan, je recenserai les achats non payés, que je mettrai dans les dettes au bilan, au passif du bilan, que je constate, 2 000 euros, que je constate à la clôture de l'exercice comptable. Bon, bien sûr, les 10 000 euros que j'ai payés vont diminuer mon compte bancaire. Pour les ventes, eh bien, c'est le même mécanisme, comme j'ai une comptabilité d'engagement, eh bien, les ventes, au même titre que mes achats, je dois les constater à la date de livraison. Donc si je livre 3 000 euros de vente de marchandises au mois de janvier, dans mon compte de résultat, au produit, je vais devoir constater ces 3 000 euros. Par contre, ces 3 000 euros, je ne les paierai, comme je ne les paye qu'à 90 jours, je ne les paierai qu'au mois d'avril. Les ventes de février que j'ai livrées en février, je ne les encaisserai que au mois de mai, et ainsi de suite. Donc, à la clôture du bilan, à la clôture de mes comptes, au 31 décembre, si je clôture bien sûr au 31 décembre, je constaterai à l'actif du bilan une créance de 9 000 euros. C'est ce que je mets ici. Pourquoi? Parce que sur les ventes, toutes les ventes de 36 000 euros, je n'ai encaissé que 27 000 euros, c'est-à-dire de janvier à septembre.
octobre, novembre, décembre, comme ils me payent à 90 jours, je ne les encaisserai que l'année d'après. Par exemple, octobre, je ne les encaisserai que en janvier de l'année d'après. Novembre, février de l'année d'après, et ainsi de suite. Alors, au même titre comme que les achats, en fin d'année, le compte de résultat recense toutes les ventes de l'année, encaissées ou pas, c'est une obligation comptable et je dirais même fiscale. Au bilan, n'est recensé que les ventes non encaissées. J'ai une créance de 9000 € que l'on me doit, qui me seront payés bien sûr plus tard, ok, mais une créance fait partie intégrante des biens que je possède dans mon patrimoine. Rappelez-vous cela, c'est très important. Alors je continue ma démonstration. Là donc, comment cela se passe visuellement au bilan et en compte de résultat lorsque je crée une société? Eh bien, donc là je remets aussi les deux tableaux afin d'avoir une meilleure visibilité sur ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, au bilan, là il n'y a que des opérations sur le bilan. Les associés se sont réunis pour réunir 10 000 €. Ces 10 000 €, ils vont les prêter à l'entreprise, à la société. Comment voulez-vous qu'une société puisse faire les premiers achats si elle n'a pas de cash? Donc, en parallèle, cette société, elle aura les fonds nécessaires pour acheter ce qu'il faut, par exemple un ordinateur, les premiers stocks, etc., payer les premiers salariés, et elle aura donc en banque 10 000 € à l'actif. Donc, rappelez-vous aussi, il y a toujours équilibre entre l'actif et le passif. Et une règle d'or, un passif est toujours destiné à financer un actif est toujours financé par un passif, une ressource de financement. Alors, maintenant, nous allons voir comment ça se passe au niveau du compte de résultat et au niveau du bilan pour les achats et les ventes que j'ai donné un exemple. Donc, là, je fais une vente de marchandises et je peux le voir ici que, encaissé ou pas encaissé, j'en ai vendu pour 36 000 €. Donc, même si je n'ai pas encaissé, au produit du compte de résultat, je vais devoir déclarer, comptabiliser 36 000 € de chiffre d'affaires. Ok? Et à l'actif, comme je l'ai sur les 36 000 €, comme je n'ai pas encore encaissé 9 000 €, je vais les constater à l'actif du bilan. Ça fait partie intégrante de mon patrimoine. Rappelez-vous, un patrimoine net, c'est ce que je possède, déduction faite de ce que je dois. Ce que je possède est à l'actif, ce que je dois est au passif. C'est une dette. Ok? Donc, je continue. Pour les fournisseurs, j'ai acheté pour 12 000 €, je n'ai pas tout payé, ok, je n'ai payé que à hauteur de 10 000 €, mais je dois constater dans mes charges, au compte de résultat, 12 000 €. Mais au bilan, sur ces 12 000 €, je n'ai payé que 10 000 €, j'ai donc une dette vis-à-vis de mes fournisseurs, au 31 décembre, à la clôture, de 2 000 €. Donc, lorsque je prends ma position bancaire, j'avais 10 000 € au départ, qui a été constitué via le capital, le versement de fonds par les créateurs d'entreprise, plus les 27 000 € que j'ai encaissés durant l'année via mes ventes, ok, et déduction faite des 10 000 € que j'ai payés à mes fournisseurs. Ok. Donc, si je fais, voilà, donc là j'ai mis bien sûr les 10 000 € représentent les paiements que j'ai fait avec mes fournisseurs, et les 27 000 € représentent les encaissements que j'ai reçus sur l'année de mes clients. Alors, si maintenant je fais mes comptes, ça sert à ça un compte de résultat. C'est pour savoir si j'ai été performant ou non performant. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, j'ai fait un chiffre d'affaires de 36 000 €, j'ai fait des achats de 12 000 €, si je n'avais que ça, bien sûr, j'ai donc un bénéfice de 24 000 €, les produits étant supérieurs à mes dépenses, à mes charges. Ok. Et ce bénéfice vient se retrouver dans mon bilan. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il est au passif? Eh bien c'est très simple, la société travaille pour nous. Donc l'argent qu'elle a gagné, ce n'est pas pour elle, c'est pour les créateurs d'entreprise. Donc ce bénéfice, nous allons décider, nous associés,
lors d'une assemblée générale ordinaire, hein, qui doit en principe se tenir au plus tard 6 mois après la date de clôture, eh bien, soit je les mets en réserve, je les touche pas, hein, donc je ne vais pas empiéter sur ma trésorerie, soit on décide à la majorité de faire ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Donc nous allons récupérer ces bénéfices pour notre propre compte. À partir de là, si je fais le total de l'actif et le total du passif, je retrouve bien un équilibre parfait, 36 000 euros au passif, 36 000 euros à l'actif. Donc attention, ce n'est pas parce que j'ai fait un bénéfice de 24 000 euros que j'aurai nécessairement ces 24 000 euros dans ma trésorerie. On peut le voir au bilan. Sur ces 24 000 euros, en l'occurrence composés de 36 000 euros de chiffre d'affaires, je n'ai pas tout encaissé. Ok, j'ai encore 9 000 euros dehors. Ces 9 000 euros se trouvent à l'actif du bilan en créance ou dans le poste client. Et sur les 12 000 euros d'achat que j'ai acheté, je n'ai pas tout payé. J'ai payé que 10 000 euros. Donc il y a 2 000 euros que j'ai en dette. Donc surtout lorsque je vous dis que le compte de résultat fait abstraction des décalages de paiement et d'encaissement, en voilà la preuve. Je vais m'arrêter un instant sur les règles comptables et fiscales. Alors sachez qu'il y a une divergence sur pas mal d'opérations entre les règles comptables et fiscales. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui en tout cas une formation sur la fiscalité d'entreprise. Mais sachez une chose, c'est que les règles comptables et fiscales peuvent être convergentes. C'est-à-dire que là, par exemple, pourquoi on m'oblige à comptabiliser mon chiffre d'affaires, non pas à l'encaissement, mais à la réception de la marchandise. Imaginez s'il n'y avait pas ce type de règles. Je pourrais aisément, lorsque je vois mon résultat de 24 000 euros, je pourrais me dire, moi, je n'ai pas reçu pour l'instant 9 000 euros sur mon chiffre d'affaires, je l'encaisserai plus tard, eh bien je peux repousser la constatation de mon chiffre d'affaires dans mon compte de résultat. Donc mes produits diminueraient et donc mon bénéfice diminuerait, ce qui impacterait bien sûr la pression fiscale de mon entreprise. Donc il y a une règle simple afin de vous acquitter de votre impôt, c'est que il est nécessaire de constater votre chiffre d'affaires non pas à l'encaissement mais à la réception du bien. Voilà. Alors je vais continuer ma démonstration. Donc là, je vais vous parler maintenant des investissements, de l'investissement que j'ai fait lors de l'année, c'est-à-dire que j'ai acheté un ordinateur, 3 000 euros. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien, ces 3 000 euros, je ne peux pas les mettre en charge. Okay, pourquoi? Parce que ça pourrait, pour des gros investissements, contribuer non pas à faire des bénéfices, mais plutôt des déficits. Donc si l'entreprise fait des déficits, elle va non pas supprimer son impôt, mais le repousser. L'administration ne souhaite pas ça. Donc les règles comptables et fiscales, là aussi, sont un petit peu convergentes, quoique, mais bon, restons simples pour l'instant. Donc je vais l'immobiliser. Alors sachez que tout investissement qui atteint 500 euros hors taxe ne doit pas être comptabilisé en charge, mais doit être comptabilisé à l'actif du bilan, c'est-à-dire immobilisé. Donc là, c'est une immobilisation corporelle. Alors maintenant, je vais vous parler. Alors là, bien sûr, je continue ma démonstration sur cet investissement, je l'ai payé cash. Donc, rappelez-vous que lors du slide précédent, j'avais 27 000 euros en cash. Okay, comme je l'ai payé cash, c'est-à-dire en espèces, ou ça m'étonnerait en espèces, mais en tout cas via ma banque, ma banque passe de 27 000 à 24 000 euros. C'est ce que nous voyons ici, au bilan. Alors, on me dit dans l'énoncé que j'amortis ce bien sur une durée de 3 ans. Alors, les règles fiscales, enfin, ce sont les règles fiscales qui vont me dire sur quelle durée je dois amortir mon bien. Alors, en comptabilité, on fait ce que l'on veut. Le problème, c'est que si vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que si l'administration fiscale, les règles fiscales vous disent que une immobilisation doit être amortie entre 4 et 5 ans, et que vous l'amortissez sur une période plus courte, vous allez devoir faire des retraitements fiscaux, c'est un petit peu fastidieux. Donc, dans le principe, les sociétés, en principe, collent leur durée d'amortissement sur la durée
préconisé par les règles fiscales. Alors, je vais l'amortir sur 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais étaler en charge l'investissement que j'ai effectué de 3 000 euros. Okay, mais c'est une écriture comptable hybride. Il n'y aura jamais de paiement concernant un amortissement. Voilà, un amortissement, comme je le mets, est la constatation de l'étalement en charge dans le compte de résultat, et bien sûr au bilan. Je crois que je me suis trompé, j'ai mis au bilan, ça c'est pas grave, sur une durée en principe fixée par les règles fiscales. Cela n'efflue en aucun cas, c'est ça qu'il faut retenir, la trésorerie. Je ne ferai jamais de chèque d'un amortissement. Dans l'exemple, 1 000 euros par an durant 3 ans. Cette charge contribue en fait à l'augmentation des charges, mais petit à petit. Donc à la diminution du bénéfice et donc à la diminution de l'impôt sur l'année. Et ces 1 000 euros que j'ai mis en charge cette année, je le constaterai encore sur 2 ans. Cet exemple tient compte que d'opérations très simples. Bien sûr, la comptabilité avec certaines opérations est plus complexe, mais si vous arrivez à comprendre ce type de mécanisme, toute autre opération sera tout à fait compréhensible à vos yeux. Donc je vais par la suite mettre en place une vidéo sur comment analyser et interpréter un bilan comptable par des outils financiers et comment est constituée la trésorerie nette d'une entreprise.